Bonjour et bienvenue. Dans quelques instants, votre webinaire va commencer. Avant cela, nous souhaitions vous donner quelques indications pratiques pour utiliser la plateforme Livestorm dans les meilleures conditions. Tout d'abord, nous vous recommandons d'utiliser de préférence les navigateurs Chrome ou Firefox dans leur version la plus récente. Pour une expérience optimale, il est également préférable d'avoir une bonne connexion Internet en fermant notamment toute application consommant de la bande passante. Lorsque le webinaire débutera, nous vous conseillons de désactiver le son des notifications de la plateforme en cliquant sur le bouton illustrant une cloche en haut à droite de votre écran. Enfin, vous découvrirez qu'à droite de votre écran, plusieurs onglets vous sont proposés. Tout d'abord, l'onglet Chat qui vous permettra d'échanger entre participants. Vous pouvez transmettre vos contacts, transférer des documents que vous jugez utiles dans le cadre de la thématique du webinaire ou tout simplement partager des informations. Plus à droite, vous trouverez l'onglet Questions qui est mis à votre disposition afin que vous puissiez poser vos questions aux intervenants et à l'équipe technique qui gère le webinaire. C'est donc ici que vous devrez vous rendre si vous rencontrez des problèmes de son, d'image ou de connexion. Bien sûr, les autres participants peuvent également répondre aux questions posées. Enfin, à la droite de cet onglet, vous découvrez l'onglet Sondage. Tout au long de l'intervention, l'animateur pourra utiliser cette fonctionnalité pour vous soumettre des quiz ou solliciter votre opinion sur un sujet. C'est ici que vous devrez vous rendre pour y répondre. L'équipe d'ADO Conseil vous souhaite un excellent webinaire et se tient à votre disposition via l'onglet Questions. Bonjour et bienvenue pour ce webinaire national du FIP sur l'écosystème de l'apprentissage, un des nombreux webinaires qui est proposé par le FIP dans le cadre de sa série Handicap et Emploi. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis des 4 coins de la France pour mieux appréhender les acteurs, les dispositifs à votre disposition pour vous accompagner, vous, employeurs publics, dans l'intégration d'apprentis en situation de handicap. Juste pour faire les présentations, je suis Emeline Simondé, coordinatrice et animatrice des Handipact Bretagne et Nouvelle-Aquitaine. Et à mes côtés se trouve Florence Guéry, directrice territoriale au handicap pour la région Nouvelle-Aquitaine, Laura Touchard et Gisèle Texera du Centre Ressources Formation Handicap CRFH en Nouvelle-Aquitaine. Alors, nous serons ensemble pendant environ 1 heure, 1 heure et demie et vous le verrez, nous vous inviterons tout au long du webinaire à interagir avec nous, que ce soit via le chat, animé par ma collègue Tiffaine et je l'en remercie, ou encore via des quiz dans l'onglet Sondage. Alors, Florence, justement, pour lancer ce webinaire, je me tourne vers vous. Et je vous invite aussi à allumer vos micros. En quoi cette thématique, justement, l'écosystème de l'apprentissage, est-elle un enjeu pour le FIP et les employeurs publics? Merci Emeline, bonjour à tous. J'en profite peut-être pour saluer ceux de la Nouvelle-Aquitaine que j'ai pu entreapercevoir avec un petit coucou spécial à Madame Delmont du CDG 24. Comme vous le disiez, effectivement, Emeline, les pouvoirs publics ont une politique très volontariste sur l'apprentissage. Et dans ce cadre, le FIP a mis en place des dispositifs d'incitation pour aider et accompagner les employeurs à recruter des apprentis en situation de handicap. Avec des aides, il faut bien comprendre ça, ce n'est pas juste une aide de financement lorsqu'ils sont recrutés, mais c'est une aide qui va, j'allais dire, tout au long du parcours de l'insertion jusqu'à la pérennisation. C'est un axe majeur vraiment du FIP et j'allais dire du budget du FIP. Peut-être en introduction, juste quelques chiffres. En 2020, les aides à l'apprentissage, ça a représenté 5 997 euros de dépenses consacrées à cet axe-là, ce qui en fait à peu près presque la moitié du budget qui est dédié aux employeurs publics, avec des financements par apprenti qui représentent environ, en moyenne, 4 300 euros. Peut-être pour terminer, juste un chiffre.
J'évoquais les encouragements à pérenniser ces contrats pour en faire des passerelles entre le monde de la formation et de la collectivité ou de l'hôpital ou de l'université. On estime à l'heure actuelle qu'il y a environ 60% des apprentis qui trouvent un emploi à l'issue de leur contrat. Alors bien évidemment, c'est encore trop faible et il faut que tous ensemble, on puisse travailler à ça. Juste peut-être pour terminer, je voulais quand même évoquer, au-delà de ces financements, on reste extrêmement attentif en lien avec l'ensemble de nos partenaires institutionnels aux leviers, mais aussi aux freins que rencontre l'employeur, que ça soit en matière de sourcing ou de pérennisation ou tout au long de ce parcours dans la structure publique. Ces difficultés, elles peuvent être liées à des métiers très spécifiques. Je pense notamment à l'hôpital sur le personnel soignant ou par rapport aux collectivités territoriales qui ont vu ces dernières années un élargissement considérable de leurs compétences. Donc nous, le message que je voulais juste vous faire passer, c'est qu'on reste extrêmement attentif à bien nous remonter aussi ces difficultés qui peuvent être conjoncturelles, notamment on l'a vu avec la période de la crise sanitaire, mais qui sont liées aussi à vos particularités. Et juste pour terminer, dans ce cadre, je voulais juste communiquer le fait qu'en partenariat avec l'AGEFIP, nous avons lancé à l'été dernier une étude d'évaluation justement pour voir comment on pouvait peut-être mieux adapter nos dispositifs, nos aides. Et dans ce cadre, on a mené une série d'entretiens avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème et bien évidemment les employeurs publics. J'espère qu'on pourra vous faire un peu une synthèse de ces résultats en début d'année 2022. Voilà, je voulais vous remercier et puis nous nous retrouvons plutôt pour ma partie sur les financements. Merci beaucoup Florence pour déjà ces quelques chiffres clés, ces éléments structurants et puis pour nous avoir déjà montré tout l'enjeu qu'il y a derrière l'apprentissage et pourquoi du coup on a voulu aujourd'hui vous proposer cette thématique. Alors justement, rentrons désormais dans le cœur de ce webinaire avec la présentation de notre programme des réjouissances. L'objectif que nous nous donnons aujourd'hui, c'est celui d'enfiler finalement le costume d'un employeur public qui souhaiterait recruter un apprenti en situation de handicap et qui souhaiterait découvrir les ressources qu'il pourrait mobiliser tout au long de sa démarche. Alors que ce soit en passant par le sourcing, les formalités administratives, l'accompagnement de l'apprenti, toutes les possibilités autour de l'adaptation de la situation de travail au handicap. Et enfin, effectivement, c'est la partie qui sera davantage consacrée par Florence Guéry, le financement. Commençons avec la première étape de ce recrutement, le sourcing. Où trouver des apprentis en situation de handicap? Quoi peut nous donner sur peut-on solliciter sur cette étape? C'est une première question à laquelle, avant de vous répondre, nous souhaiterions avoir vos retours. Et donc, du coup, pour ça, on vous invite à vous rendre dans l'onglet sondage qui est à droite de votre écran. Première question qu'on vous propose justement pour les employeurs ayant déjà recruté un apprenti en situation de handicap. Par quel biais l'avez-vous trouvé? Là, je vous invite à vous rendre dans l'onglet à droite de votre écran qui s'appelle sondage. Et parmi les possibilités qu'on vous a données pour du coup les employeurs qui ont déjà recruté un apprenti, les biais possibles par lesquels vous l'avez trouvé, ça serait éventuellement en se rapprochant d'écoles, d'universités, de CFA. Est-ce que ça s'est fait par le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, les missions locales? Autre possibilité, en se rapprochant d'associations, suite à un stage, une PMSMP, un DUOD, un jour un métier, en participant à des salons, à des forums. Et puis, on avait aussi la possibilité de passer par des sites d'annonces d'emploi. Et enfin, on vous a mis autres, puisque bien sûr, vous l'avez compris, il y a de multiples possibilités. Et si vous choisissez autre, eh bien, je vous invite à préciser un petit peu justement votre réponse dans l'onglet chat. Comme ça, on aura d'autant plus de réponses. Alors, je partage à mes intervenantes qui, je crois, ne peuvent pas voir les résultats.
je le partage. Pour l'instant, en termes de retour, on va dire le top 3 des ressources qui sont mobilisées pour trouver des apprentis en situation de handicap. On a tout d'abord le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales. En deuxième position et très proche, tout ce qui est école, université et CFA, donc en se rapprochant directement des organismes de formation. Et en troisième position, c'est suite à la mobilisation d'un dispositif, donc type stage, PMSMP, du OD, un jour un métier. Laura, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est également ce que vous constatez, vous, au sein du CRFH ? Oui, alors effectivement, la clé d'entrée opérateur du service public de l'emploi est bien représentée sur ce qu'on peut constater. Il y a aussi une clé d'entrée, souvent les apprentis eux-mêmes font des démarchages, vont à la rencontre des entreprises, soit accompagnés de leur famille, mais aussi de structures médico-sociales ou même avec l'éducation nationale, puisque même s'il n'y a pas de limite d'âge pour signer un contrat d'apprentissage pour une personne qui est reconnue en qualité de travailleur handicapé, c'est quand même beaucoup de jeunes qui sortent de l'éducation nationale et qui peuvent être accompagnés par un enseignant référent pour aller trouver une entreprise prête à signer un contrat d'apprentissage. Super, merci beaucoup Laura pour ces précisions. Merci à tous aussi pour vos partages. J'ai vu dans le chat qu'on avait notamment des personnes qui avaient recruté des apprentis TH, donc directement suite à l'offre d'apprentissage, via un CFAS, etc. Donc ça nous donne déjà quelques pistes, mais on souhaitait aussi vous en partager quelques-unes. Et donc pour ça, retraçons ensemble ces différents acteurs et dispositifs pouvant être mobilisés, donc pour trouver justement, pour enrichir ce vivier de candidats à l'apprentissage. Et justement, lorsqu'on recherche un candidat, souvent la première chose à laquelle on pense, c'est de poster une annonce sur les sites spécialisés. Alors, il en existe des centaines, on ne va pas tous les présenter. Toutefois, nous tenions à mettre un coup de projecteur sur 2 d'entre eux, notamment parce qu'ils ont été mis en lumière ces derniers temps. Tout d'abord, le portail Place de l'apprentissage et des stages, PASS, qui existe depuis le début de l'année et qui est dédié aux offres de contrats d'apprentissage et de stages étudiants dans les 3 versants de la fonction publique. Donc là, on est bien sur un site d'annonce d'emploi spécial fonction publique. Il est possible pour les candidats de créer un espace personnel, ce qui leur permet d'avoir un suivi de leur recherche. Et puis, voilà, il y a beaucoup de filtres qui permettent de savoir de chercher par nature d'emploi, domaine fonctionnel, organisme de rattachement. Donc, c'est vraiment bien fait. Et deuxième coup de projecteur que nous souhaitions faire, même si l'apprentissage n'est pas réservé qu'aux jeunes, puisque lorsqu'on est en situation de handicap, vous le savez tous sans doute, puisque vous avez tous participé au CAP sur les compétences, CAP sur l'apprentissage, la série du FIP. L'apprentissage, lorsque l'apprenti est en situation de handicap, n'a pas de limite d'âge. Donc, on souhaitait quand même faire un coup de projecteur sur ce deuxième site d'annonce qui est Un jeune, une solution, puisqu'il a été lancé à l'été 2020 à l'initiative du gouvernement et qu'il a bénéficié d'une belle publicité médiatique. Donc, ça vaut peut-être le coup aussi de passer par lui pour justement publier vos offres. Bien sûr, si vous avez des sites d'annonces d'emploi à conseiller aux autres participants de ce webinaire, et Tiffaine vous partage les différents sites d'annonces que nous avons cités sur le chat, eh bien, n'hésitez pas à les partager sur le fil de discussion. Gisèle, je me tourne vers vous cette fois-ci. Lors d'un dépôt d'annonce de recrutement, comment les employeurs peuvent être identifiés comme accueillants? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques en la matière? Oui, alors bonjour à tous. Tout d'abord, alors ce qui me paraît fondamental pour les employeurs, c'est qu'ils, dès l'annonce, qu'ils puissent spécifier dans leur offre que c'est une annonce qui est ouverte et aux personnes en situation de handicap et qui seront prioritaires dans le recrutement. Que bien sûr, ils vont mettre en place tous les besoins d'aménagement pour pouvoir sécuriser le parcours. C'est aussi une bonne pratique qui peut être faite. Et puis, je dirais aussi,
travailler en amont de la diffusion de l'annonce avec les partenaires, le service public de l'emploi, le CDG, pour indiquer que les CFA également et les autres partenaires, structures médico-sociales, etc., qu'ils souhaitent recruter des apprentis en situation de handicap. Ça peut être aussi un travail en amont qui peut permettre le recrutement de personnes en situation de handicap après. Super, merci beaucoup Gisèle. Et puis je vois aussi Véronique nous partage d'autres sites d'annonces, Armel. Alors il y a bien sûr aussi des sites d'annonces régionaux, je crois. Laura, Gisèle, il y en a aussi un en Nouvelle-Aquitaine que vous nous conseillez. C'était, rappelez-moi le nom. Alors, on a pareil, à l'instar de la Bretagne, qui a un portail alternance, la Nouvelle-Aquitaine aussi a un site pour l'alternance de mémoire. Donc, c'est Nouvelle-Aquitaine-alternance, quelque chose comme ça. Je l'ai plus de tête, mais Nouvelle-Aquitaine apprentissage, vous tomberez dessus sur Saint Google sans aucun problème. Merci beaucoup, Gisèle. J'ai une question de Gwenaëlle. Alors peut-être, Laura, Gisèle, ou même Florence, si vous le souhaitez. On nous pose la question, légalement, est-ce qu'on peut indiquer que des apprentis TH seront prioritaires sur des sites, sur l'annonce d'emploi? Pour moi, il n'y a pas forcément de distinction avec, j'allais dire, le droit commun de ce qui peut se faire pour les personnes en situation de handicap. Oui. Donc vous diriez plutôt que non, du coup. Je dirais que on a des annonces qui sont, entre guillemets, réservées prioritairement aux personnes en situation de handicap. Je pense que dans ce cadre-là, c'est le droit commun et on a le même raisonnement dessus. Ok, eh bien très bien, merci. J'espère que ça répond à la question de Gwenaëlle. Et bien sûr, n'hésitez pas à continuer à partager sur le chat si vous aviez d'autres sites. Je continue et Gisèle nous avait déjà donné quelques pistes. Une fois l'annonce de recrutement postée, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Eh bien, se retourner vers le service public de l'emploi pourrait être une seconde étape. Ce service public de l'emploi, il est constitué de Pôle emploi, bien sûr, mais aussi de Cap emploi et des missions locales auxquelles on peut également inclure l'APEC pour tout ce qui est, c'est l'association pour l'emploi des cadres. Donc, même si toutes les personnes en recherche d'emploi ne passent pas forcément par eux, ils leur rassemblent toutefois une très grande partie d'entre eux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu dans le sondage auquel vous avez répondu. Il fait partie du premier poste par lequel vous avez pu trouver des apprentis en situation de handicap. Il serait donc dommage de les oublier. En plus, ces organismes, ils ont tout intérêt aussi à passer par ces dispositifs qui peuvent être vraiment des dispositifs aidants dans les parcours. Or, comment on peut rentrer en contact avec ces acteurs? Eh bien, pour Pôle emploi, on vous conseille le site La Bonne Alternance, qui vous permet de faire remonter vos besoins en alternance auprès de Pôle emploi directement. Et puis, pour les Cap emploi, les missions locales et l'APEC, vous retrouverez les contacts de votre département sur le catalogue des acteurs locaux des handipacts régionaux. Et Tiffaine va vous partager le lien pour que vous puissiez les retrouver directement. Normalement, sur chaque catalogue, vous avez un peu des contacts privilégiés qui vous permettront justement à chaque fois que vous avez une annonce d'emploi, de pouvoir leur transférer, leur transmettre en même temps. Je passe sur la suite, sur la troisième étape. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous le donne en étapes, mais il n'y a pas forcément de sens. À ce stade, nous n'avons pas pris la peine de présenter ce qu'est l'apprentissage depuis le début, mais il est sans doute utile de rappeler maintenant qu'il s'agit d'un dispositif de formation en alternance qui conjugue à la fois des périodes d'enseignement en centre de formation et des périodes de travail chez l'employeur. Donc, si je suis l'employeur et que je recherche un apprenti, finalement, aller le chercher au niveau du centre de formation directement pourrait être une idée astucieuse. Laura, je me tourne vers vous. Comment les employeurs peuvent-ils faire pour rentrer en contact avec les centres de formation? Est-ce qu'il existe des annuaires, des listes?
Oui, alors effectivement, il y a les développeurs de l'apprentissage déjà qui sont sur chacun des centres de formation et qui peuvent, voilà, répondre à un employeur en recherche d'un apprenti. Il y a aussi le site de l'ONICEP qui reprend toutes les coordonnées et tous les centres de formation de son territoire. Et puis, il faut savoir que depuis septembre 2018, là, cette loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de nommer un référent handicap. Et du coup, en Nouvelle-Aquitaine notamment, il y a une politique volontariste qui propose aux centres de formation de s'engager dans une démarche d'accessibilité des formations. Et quand les centres de formation se sont engagés dans cette réflexion de l'accessibilité de leur structure, ils sont référencés dans un annuaire sur le site du CRFH avec les coordonnées du référent handicap. Donc, on peut très bien imaginer qu'un employeur qui souhaite interpeller le CFA et l'interlocuteur privilégié qui est le référent handicap puisse passer par cet annuaire des centres de formation y accueillants. Super, donc vous l'aurez compris, les néo-aquitains, vous êtes un peu privilégiés, mais je suis sûre qu'il existe aussi ce type d'initiative sur d'autres régions. Tiffaine vous a partagé aussi, bien sûr, si vous voulez même voir un petit peu ce qu'on propose en termes de formation, ne serait-ce que ça, eh bien, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ONICEP. Alors, on vous l'a mis sur la slide, il y a bien sûr les centres de formation des apprentis qui sont vraiment les acteurs centraux et sur lesquels il faut vraiment que vous vous rapprochiez. Mais outre les CFA, on souhaitait aussi quand même mettre en avant, il ne faut pas les oublier, les écoles, les universités, qui font également de l'apprentissage, ainsi que les établissements et services de préorientation, les ESRP, que vous connaissez sans doute davantage sous leur ancien nom, les CRP, et dont vous pouvez retrouver les contacts via le site de la FAGER. Je ne sais pas si Gisèle, Laura, vous aviez des proportions justement d'apprentis, combien viennent de CFA, combien viennent d'école, combien viennent de SRP, même si c'est à la louche. Vous, en tant que retour d'expérience, on va dire. Alors, en retour d'expérience, alors j'ai pas forcément les chiffres, hein, mais de ce que nous, on peut constater sur le terrain, c'est que on a une très, très grande majorité de centres de formation d'apprentis. Parce que tout simplement, moi je parle sur le territoire que j'accompagne, hein, qui est l'ex-Limousin. Même au niveau de l'université, on a un CFA de l'enseignement supérieur qui va qui va signer les contrats d'apprentissage, on va dire, apparaître sur les contrats d'apprentissage, y compris sur des formations qui sont faites à l'université. Donc, sous cette coupelle de centres de formation d'apprentis, on a la grosse majorité des apprentis qui apparaissent dans le CFA et très, très à la marge dans les écoles et les universités et encore plus après dans les ESRP. Ok, très bien. Eh bien, merci pour ces précisions. Je regardais en même temps le fil du chat des questions. Je vois que Jean-François nous dit que les expériences qu'ils ont pu mener, eux, en tant qu'employeurs, démontrent que la distanciation géographique, domicile, lieu de stage, lieu de formation, est un problème. Enfin, ça peut être source d'échecs et notamment, enfin, c'est un phénomène qu'on retrouve d'autant plus hors des grandes villes. Justement, Laura, Gisèle, vous n'êtes pas forcément tout le temps proche des grandes villes. Quel est votre retour en la matière? Et Florence aussi. Non, moi, malheureusement, j'ai pas la solution miracle, mais effectivement, c'est des difficultés que nous remontent fréquemment, j'allais dire, certains employeurs, notamment au niveau des hôpitaux, notamment au niveau de tout ce qui est les centres de formation du personnel soignant. Un exemple, il y a un CFA dédié aux personnes en situation de handicap sur Montpellier ou dans l'agglo de Montpellier. Pour en avoir discuté avec certains hôpitaux ici, c'est quand même compliqué de pouvoir s'appuyer sur, j'allais dire, ce vivier-là pour eux. Donc, voilà, c'est effectivement cette question de l'éloignement géographique. Après, à charge à nous, j'allais dire, acteurs institutionnels, de remonter ça, voir comment on pourrait le travailler à une échelle régionale, en lien bien évidemment avec les pouvoirs publics et l'échelon central.
Merci Florence. Ce que je pourrais dire pour compléter, c'est que de toute façon, il y a de plus en plus de centres de formation qui font de l'apprentissage avec la réforme de 2018 de la formation professionnelle. Les organismes de formation qui jusqu'alors travaillaient principalement qu'avec de la formation continue ou des contrats de professionnalisation peuvent dorénavant faire également de l'apprentissage. Il y a de plus en plus de centres de formation qui proposent de l'apprentissage. Moi, pour accompagner les centres de formation de l'ex-Limousin, on ne va pas dire qu'on est sur des grandes métropoles en Limousin. Voilà, on a des centres de formation qui s'ouvrent, que ça soit également voilà, à travers le CFA académique, par exemple, du Limousin, dans les lycées professionnels ou dans d'autres structures qui proposaient jusqu'alors que de la formation continue ou du contrat de professionnalisation. Vous parliez tout à l'heure, Madame Guéry, de formation dans le sanitaire, lié donc à pour ce vivier des hôpitaux. Il y a également voilà, tout plein d'organismes de formation de droit commun qui proposent un peu plus proche des personnes, qui proposent ces formations-là sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que si on table sur des centres de formation spécialisés pour les personnes en situation de handicap, on aura moins le choix. C'est beaucoup moins de centres de formation qui sont éparpillés sur toute la France. Par contre, on aura un peu plus de cordes à l'arc si on table sur des formations et des centres de formation de droit commun qui sont sur tous les territoires. Ça ne répondra pas à 100% de la demande forcément, mais ça apportera quand même beaucoup d'éléments et beaucoup de possibilités aux personnes comme aux employeurs. Pour aller dans votre sens, j'ai l'impression aussi qu'on a par exemple de plus en plus de centres de formation dédiés au métier de la territoriale avec un maillage de plus en plus effectivement adapté par rapport aux questions de mobilité. En tout cas, les choses bougent, j'ai l'impression. C'est le message que vous voulez faire passer. Et d'ailleurs, je le précise, cette année, DuoD, la thématique, en tout cas, les deux enjeux clés qui ont été soulignés, c'était les jeunes et la ruralité. Donc, on est bien dans le cœur du sujet. Pour continuer sur cette partie sourcing, à ce stade, on peut se demander comment on peut faire pour aller plus loin. Eh bien, les associations, les réseaux spécialisés sur le handicap peuvent être une piste. Notamment, je souligne parce qu'on a eu l'occasion de la rencontrer à travers les Handipacts, l'association HandiSup, qui organise chaque année des rencontres étudiants handicapés et employeurs. Vous pouvez également vous rapprocher du Centre d'information et de documentation, donc le CIDJ Jeunesse. Vous pouvez également participer à des forums, des salons dédiés à l'emploi, notamment le salon Hello Handicap, qui aura lieu cette année du 26 au 29 octobre, donc il est encore temps. Et enfin, vous pouvez également vous rapprocher des organismes de formation, des entreprises adaptées et des ESAT qui peuvent très bien proposer l'apprentissage ensuite de parcours. Gisèle, est-ce que vous connaissez d'autres acteurs régionaux, nationaux à mettre en avant à ce stade ? Alors, je dirais que si dans l'amont, et ceux qui ont le plus grand vivier, c'est aussi l'éducation nationale, que ça soit, ils orientent beaucoup vers l'apprentissage, ils peuvent orienter vers l'apprentissage, et je dirais qu'ils le font de plus en plus. Ce n'est pas anodin si les CFA académiques se pullulent sur le territoire, du moins en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, et se développent de plus en plus. C'est parce qu'il y a un vrai besoin aussi de professionnaliser les jeunes qui sont encore sous statut scolaire et de leur proposer aussi ce parcours vers l'apprentissage. Et l'éducation nationale, que ça soit des coordos de SECPA ou d'ULIS qui sont plus spécialisés, qui accompagnent plus les jeunes en situation de handicap, on va dire, ou à difficulté. Il y a aussi tout ce qui est CIO, donc les conseillers en insertion et en orientation, qui peuvent être aussi des personnes à contacter et avoir dans son réseau pour indiquer qu'on souhaite embaucher des apprentis en situation de handicap. Super Gisèle, donc le conseil du jour, ne pas hésiter à anticiper le parcours de l'apprenti en allant voir avant son parcours d'apprentissage justement.
Sur cette partie sourcing et pour finir, et puisqu'on a eu l'occasion, notamment là j'ai vu dans le chat d'en parler, on voulait vous mettre en avant les acteurs, enfin outre les acteurs justement, on voulait vous présenter le fait qu'il y avait des dispositifs dont vous pouvez vous saisir pour débusquer de potentiels candidats à l'apprentissage. Alors, on voit ici les stages, les périodes de mise en situation professionnelle, les PMSMP, le dispositif Un jour, un métier, l'opération DUOD. Tous ces dispositifs, ils ont en commun qui permettent une immersion en milieu professionnel. Alors, pour le bénéficiaire, il s'agit d'une occasion de découvrir un métier et de vérifier la compatibilité de celui-ci avec son handicap. Pour l'employeur, c'est l'occasion de faire une belle rencontre qui pourrait avoir des suites. Concrètement, Florence, comment ça s'organise pour l'employeur? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de précision? Oui, peut-être en complément, effectivement, le stagiaire, ça sera par les mêmes biais que l'apprenti, c'est-à-dire dans les sites d'annonces d'emploi, via le service public de l'emploi, ou en se rapprochant des écoles, des universités, des organismes de formation. Juste pour rappel, le stage doit être intégré à un cursus de formation avec une durée de 6 mois maximum et qui peut donner lieu à la gratification s'il est supérieur à 2 mois. Vous l'évoquiez, la période de mise en situation professionnelle qui est prescrite par le service public de l'emploi et qui peut durer d'1 jour à 1 mois maximum, renouvelable une fois. Et puis, ce que vous connaissez bien aussi, Emeline, dans le cadre du Handipact, le dispositif Un jour, un métier, qui consiste à accueillir une personne en situation de, j'allais dire un peu une expérience un peu in vivo, pour lui faire découvrir un métier. Sur la Nouvelle-Aquitaine, l'année dernière, c'est même avec les contraintes qu'on a eues, ça a quand même plutôt bien marché. Et en tout cas, aussi bien les employeurs que les personnes qui sont venues, j'allais dire, visiter, étaient assez enchantés. C'est les opérateurs de l'emploi qui se chargent de trouver la personne en situation de handicap et de faire la mise en relation. Et puis, pour terminer, bien évidemment, on rappelle l'opération DUOD qui a lieu sur une journée précise de l'année, contrairement à ce qu'on va voir à partir de novembre sur la CEP aussi, qui est aussi un bon moyen de mise en relation. Merci beaucoup, Florence. Alors, je vois peut-être Pascal qui demandait des précisions sur le principe de DUOD. Si ce n'était pas clair, il s'agit vraiment un jour d'immersion pour une personne en situation de handicap. Donc, en fait, on forme un duo avec un employé, un agent au sein de l'établissement avec qui la personne en situation de handicap va passer toute la journée et ça va lui permettre de présenter son métier. Pour la personne en situation de handicap, ça va permettre de le découvrir. Et donc, pour l'employeur, ça en plus a l'intérêt de pouvoir créer un moment de sensibilisation. Si vous souhaitez en savoir plus, il y a Tiffaine qui vous a mis le site de DUOD. Il y a un numéro vert en plus auquel les personnes répondent très, très rapidement, très facilement, si vous souhaitez mettre l'opération en place. Et puis, vous avez également sur le site du FIP, je sais que récemment, ils ont mis en publication dans leur fil d'actualité phare, justement DUOD qui précise, donc il y a une vidéo explicative, il y a le kit de communication aussi si vous souhaitez en parler en interne. Et puis, au sein des Handipacts du Grand Ouest, on a mené une opération là, ces dernières semaines qui consistait à co-construire avec les employeurs, on va dire un peu la to-do list des choses à faire avant, pendant et après le DUOD et que vous pouvez aussi retrouver du coup sur le site du FIP. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Je pense que c'était clair. Et puis, bravo du coup à tous les employeurs qui se mobilisent sur ce DUOD. Notamment, je vois Cécile qui nous dit qu'elle en a 12. Elle en a 12 là pour cette opération. Donc, super. Je finalise sur cette partie. Laura, je crois que vous aviez peut-être juste quelques autres dispositifs potentiellement à mettre en avant, mis à part ces quatre-ci.
Oui, alors il y a plusieurs dispositifs qui existent et qui permettent aux personnes de construire et de mûrir un projet professionnel. Il y a notamment le dispositif prépa-apprentissage qui permet d'accompagner des jeunes de 16 à 29 ans et sans limite d'âge pour des personnes en situation de handicap qui n'ont pas de formation, n'ont pas d'emploi et qui leur permet en fait de développer leurs connaissances et leurs compétences pour faciliter l'intégration en emploi derrière. Donc, sur ce dispositif prépa-apprentissage, ils ont la possibilité de faire différents stages pour travailler les prérequis, les savoir-être, et puis ça dure environ, alors tout dépend de chacun, mais à peu près une moyenne de 3 ou 4 mois. Donc ça, c'est le dispositif prépa-apprentissage. Et puis, il y a le dispositif passe-métier qui, lui, est plus pour les collégiens de 4e ou 3e ou les lycéens qui permet de faire des stages pour découvrir un métier pendant les vacances scolaires. Merci beaucoup Laura. Donc on l'aura compris, prépa-apprentissage et passe-métier sont également des dispositifs auxquels vous pouvez recourir si vous souhaitez faire un appui à votre sourcing dans la partie apprentissage. Je passe à notre deuxième rubrique puisque une fois qu'on a trouvé l'apprenti, l'employeur il doit initier certaines formalités administratives pour acter l'embauche. Alors, l'objet de ce webinaire n'étant pas de vous faire un pas à pas de ces démarches, mais bien de vous partager les ressources pour vous accompagner dans ces démarches, justement, nous n'allons pas vous présenter les différentes étapes pour établir un contrat d'apprentissage. Désolée pour ceux qui attendaient ce pas à pas, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres acteurs qui le feront aussi bien que nous, et même mieux. Et c'est notre rôle aujourd'hui de vous les présenter. Et justement, je vous les présente. L'acteur clé ici qu'on souhaite vous mettre en avant, ou même plutôt le site clé, c'est le portail de l'alternance. C'est là que vous trouverez notamment le CERFA à télécharger, qui doit être signé par l'employeur, l'apprenti et le CFA. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ce site, le portail de l'alternance, le CERFA est accompagné d'une notice explicative qui vous permet de le remplir quasiment les yeux bandés. Dans les 5 jours ouvrables qui suivent le début de l'exécution du contrat d'apprentissage, l'employeur doit transmettre le contrat à la DRETS, donc, qui avant s'appelait la Directe. C'est pour ça qu'on les a mis en avant, et bien sûr, vous pouvez également les solliciter pour connaître les procédures. Et la dernière étape, bien sûr, c'est de réaliser une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF dans les 8 jours qui précèdent l'embauche, et le plus tard, le jour de l'embauche, sur le site net-entreprise.fr. Voilà, ce sont les 3 acteurs en tout cas qu'on peut vous conseiller sur cette partie formalité administrative pour en savoir plus. Gisèle, j'en ai mis 3, mais finalement, est-ce que les CFA peuvent également être en appui aux employeurs pour ces démarches ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai qu'eux, ils sont habitués à signer des contrats d'apprentissage et à intervenir et à contribuer à cette élaboration de contrats et de la convention également. Moi, je rajouterais également, Madame Guéry saluait tout à l'heure Christelle Delmont du CDG 24, mais les CDG pour les collectivités territoriales peuvent être des très très bons appuis pour les employeurs. Donc, que les collectivités territoriales n'hésitent pas à se tourner vers les CDG parce que c'est plus que des béquilles, c'est vraiment, ils sont fondamentaux dans ce process. Et puis, les opérateurs du service public de l'emploi, je pense notamment aux missions locales et au Cap Emploi, qui ont aussi des services employeurs qui peuvent venir en appui et échanger avec les employeurs pour décortiquer un peu les méandres de cette partie administrative. Merci beaucoup Gisèle, et d'ailleurs ça rejoint tout à fait ce qui se passe sur le chat en ce moment, puisque Véronique nous conseillait de ne pas hésiter à nous rapprocher de son centre de gestion. Donc, et puis Florence nous rappelle qu'ils font un travail extraordinaire, donc nous les saluons aujourd'hui. Passons désormais à notre 3e rubrique qui est dédiée à l'accompagnement de l'apprenti, puisque finalement, on vient de le voir, on a trouvé l'apprenti grâce aux nombreuses ressources que nous vous avons présentées en première rubrique, que le contrat il est signé grâce au précieux accompagnement des acteurs présentés lors de notre 2e rubrique.
La question ici qu'on veut se poser dans cette partie sur l'accompagnement de l'apprenti, eh bien, c'est en tant qu'employeur, une fois l'apprentissage commencé, quels acteurs internes et externes entrent en jeu? Eh bien, en interne, le correspondant handicap et le maître d'apprentissage, eh bien, ils vont quasiment jouer un duo dans l'accompagnement de l'apprenti en situation de handicap. Le maître d'apprentissage, il va être le pilote de l'apprenti. On l'a représenté en pilote. C'est lui qui le guidera jour après jour dans sa montée en compétences, n'hésitant pas à faire eh bien, des détours ou à ralentir pour s'ajuster à ses besoins. C'est lui également qui sera vigilant aux petits signaux faibles du quotidien qui pourraient indiquer d'éventuelles difficultés qu'il rencontre. Le correspondant handicap, lui, eh bien, il va jouer un rôle de chef d'orchestre, prêt à mobiliser les acteurs internes et c'est ce qu'on vous a mis tout autour. On peut avoir dans ces acteurs internes qui peuvent être mobilisés par le correspondant handicap, le médecin du travail, bien sûr, l'ergonome aussi, si vous en avez, l'assistant social, là où le psychologue, là où le RH, là où le conseiller de prévention. Et ce correspondant handicap, eh bien, il va jouer ce rôle de chef d'orchestre auprès des acteurs internes, mais aussi auprès des acteurs externes, que nous verrons là un petit peu plus loin, en fonction des problématiques rencontrées. Il sera aussi l'oreille attentive de chacun pour que le parcours se déroule au mieux sans que le handicap puisse être un frein à quelconque moment. Alors, pour mieux comprendre le rôle de chacun, on va vous proposer un petit focus sur ces différents acteurs. Premier focus qu'on vous propose, c'est un zoom sur le rôle du maître d'apprentissage, puisque finalement, c'est l'interlocuteur privilégié de l'apprenti, c'est celui qui l'accompagnera jour après jour dans toutes ses activités et qui aura à cœur de suivre son parcours de formation au CFA. Alors, à ce titre, plusieurs choses sont attendues de lui. Tout d'abord, il devra veiller à comprendre les conséquences du handicap sur l'activité de travail et en tenir compte dans l'accompagnement et le suivi. Et pour cela, bien sûr, eh bien, il pourra se faire appuyer par d'autres acteurs internes ou externes. Il devra également s'assurer de la bonne intégration et du bon accompagnement de l'apprenti. Il devra se mettre en lien avec le CFA et bien sûr, en cas de difficulté, eh bien, il devra alerter. Laura, Gisèle, je ne me souviens plus qui souhaite répondre sur cette partie. Pour mieux comprendre ce dernier point sur les alertes, je me tourne vers vous. En cas de difficulté, qui le maître d'apprentissage doit-il alerter, notamment lorsque le handicap n'est pas reconnu? Alors effectivement, c'est vrai que le maître d'apprentissage peut tout de suite se tourner vers le CFA pour échanger sur, voilà, est-ce que eux de leur côté, ils ont repéré aussi des difficultés? Quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'ils ont déjà pu mettre en place en termes d'aménagement? D'interroger la personne sur son parcours antérieur. Est-ce que déjà il y a eu des aménagements mis en place dans sa scolarité, dans son parcours précédent en fait? Et puis cette personne, elle peut prétendre à une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé si elle a des difficultés telles. Et donc, elle peut être accompagnée dans cette démarche pour faire cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et puis, acteur incontournable aussi, c'est la médecine du travail qui doit être mise dans la boucle pour apporter son avis médical et d'épauler en tout cas chacun dans l'identification des difficultés, des aménagements à mettre en place pour sécuriser le parcours de formation. Merci beaucoup Laura. N'hésitez pas si vous avez des questions, on est disponible et je vois que ça bouge sur ce fil de discussion. Zoom également sur le rôle du correspondant handicap. Celui-ci, eh bien, il intervient sur 3 niveaux. Là, on est dans le cadre d'un accompagnement de l'apprenti. Il va agir sur 3 niveaux, donc la sélection de l'apprenti, son entretien et son intégration. Alors, dans la sélection du candidat, le correspondant handicap, il a 3 missions principales. Il doit s'assurer de la sensibilisation des équipes et des RH et proposer une coordination de la démarche si nécessaire. Il peut également être un appui sur la recherche de compétences transversales sur le CV,
Mais bien sûr, s'il a sensibilisé les équipes RH, normalement, ils peuvent très bien se débrouiller en autonomie. Mais voilà, en tout cas, il peut être un appui sur ce point. Et bien sûr, qu'il n'hésite pas à mobiliser cette question sur l'accessibilité de l'entretien, auquel on ne pense pas toujours. Dans l'entretien, le correspondant handicap, il peut intervenir pour révéler les compétences cachées à travers des questions ouvertes. Il peut intervenir pour créer un climat de confiance et aussi pour aborder le sujet du handicap sous l'angle de l'organisation et des besoins spécifiques. Si c'est pas lui, le correspondant handicap veille bien sûr à ce que les RH soient sensibilisés, formés sur ces différents points. Enfin, au niveau de l'intégration, le correspondant handicap doit penser à identifier bien sûr les mesures de compensation éventuelles, assurer le suivi pour se réajuster en fonction des situations et réfléchir, donc comme le disait Gisèle, avec comme le disait Laura, pardon, avec les différents acteurs, notamment l'apprenti, le médecin du travail et le maître d'apprentissage. Et bien sûr, pour accompagner, pour garantir un accompagnement réussi, tant au niveau de l'employeur, mais aussi du CFA, eh bien, le correspondant handicap et le référent handicap du CFA doivent bien évidemment se mettre en lien. Et je remercie également la personne qui a surenchéri sur le chat. Et bien sûr, les CFA ont une obligation maintenant d'avoir un référent handicap en interne. Et donc, ça permettra bien sûr, permettra bien sûr d'accompagner au mieux ces apprentis tout au long des parcours. Justement, Gisèle, vu que vous êtes en lien constamment avec eux, je vous laisse peut-être présenter le rôle des référents handicap en CFA. Oui. Alors, il y a déjà des choses qui ont été dites sur leur rôle. Ce qui est important pour les personnes présentes aujourd'hui à ce webinaire de savoir, c'est que c'est un interlocuteur privilégié. C'est une porte d'entrée vers le CFA à actionner à n'importe quel moment et je dirais pas uniquement s'il y a des difficultés, mais dès l'identification du projet d'apprentissage et de l'apprenti qui va intégrer la structure. Il va travailler sur essayer d'identifier et participer à l'identification de tout le parcours antérieur. Est-ce qu'il y a eu des aménagements? Est-ce qu'il n'y en a pas eu? Est-ce qu'il y a eu des besoins, des contraintes qui ont été identifiées? Et puis, pendant la formation, ou en vue de la formation plutôt, il va essayer d'identifier quels vont être les partenaires ou est-ce qu'il y a des besoins de partenaires pour aider à identifier les contraintes dans les différents contextes de la formation, que ce soit chez l'employeur bien sûr, mais aussi au CFA, et quelles vont être les réponses à ces contraintes. Donc, soit le petit comité, je dirais, maître d'apprentissage, personne en situation de handicap, référent handicap du centre de formation et le reste de l'équipe pédagogique du CFA vont réussir à identifier toutes ces contraintes et ces réponses aux besoins. Soit il faut faire rentrer d'autres partenaires dans la boucle, et là, le référent handicap peut contacter les autres partenaires. On en a cité quelques-uns tout à l'heure, notamment le service public de l'emploi, mais il y en a d'autres qu'on verra tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler tout de suite la suite, mais voilà, ça va être, si je puis dire, le chef d'orchestre autour de la réflexion, de la sécurisation du parcours de l'apprenti, que ça soit au CFA ou chez l'employeur, et qui va aussi pouvoir mener à bien cette réflexion en intégrant tous les partenaires qui sont déjà autour du parcours, qui ont été précédemment autour du parcours de la personne ou qui vont devoir être actionnés pour la sécurisation du parcours en formation. Merci beaucoup Gisèle, et effectivement, merci d'avoir fait attention à la suite. Et je vois aussi sur le chat que les Cap Emploi ont peur d'avoir été oubliés. Ne vous inquiétez pas, on les citera juste après. Florence, alors que j'anticipe, mais effectivement, juste pour rappeler, nous, dans le cadre des conventions qu'on passe avec les employeurs de grande taille, c'est plus compliqué pour nous d'évaluer où sont les difficultés pour ceux qui sont sur la plateforme, mais néanmoins, donc, dans le cadre des conventions, quand on voit qu'il y a des difficultés sur la question de l'insertion et notamment sur l'apprentissage, c'est une des premières questions qu'on va poser, c'est voir comment vous travaillez ou pas avec les Cap Emploi de vos territoires, quitte parfois pour certains à encourager, qui au-delà des CDG,
qu'il y ait peut-être une petite convention qui cadre un peu comment ils vont travailler ensemble. Donc, c'est effectivement les Cap Emploi, hein, dans tout ce qui est insertion, un rôle absolument déterminant, et c'est aussi nos premiers interlocuteurs avec aussi les employeurs. Peut-être juste aussi en réaction dans le chat sur le rôle des organisations syndicales. Bien évidemment, alors moi j'ai une vision bien évidemment parcellaire du rôle qu'ils ont, mais on sait que c'est important sur plusieurs niveaux, notamment quand il y a des situations critiques. Pour rappel, nous, toutes les conventions, avant de passer dans les comités régionaux de la Nouvelle-Aquitaine, elles doivent passer à minima pour information devant le CHSCT. Donc, il y a un vrai suivi aussi de la part des organisations syndicales. Je cite le CHSCT, mais ils sont présents bien évidemment dans d'autres comités qui traitent aussi des questions de handicap, au même titre que d'autres questions de gestion RH. Merci beaucoup Florence pour ces précisions. Et comme je vois que ça trépigne sur le chat, on va commencer à présenter les acteurs externes. Et pour cela, on va vous proposer de les présenter sous format quiz. Juste en introduction de cette partie sur l'adaptation de la situation de travail, on souhaitait rappeler quand même pour les employeurs qui nous écoutent que dans 85% des cas, aucun aménagement n'est nécessaire pour adapter la situation de handicap. Voilà, ce n'est pas une obligation à chaque fois, il faut avoir ça en tête. Toutefois, si l'apprenti rencontre des difficultés liées à son handicap, eh bien, l'employeur a de multiples possibilités de se tourner vers différents acteurs pour l'accompagner. Et justement, pour voir si vous les connaissez bien, nous allons vous tester à travers plusieurs quiz que vous allez retrouver dans l'onglet Sondage à droite de votre écran. Première question. Ah, non, c'est bon, Florence, je croyais que vous leviez la main. Pardon, Alors, première question qu'on vous soumet. Cap Emploi peut notamment être prescripteur du dispositif d'emploi accompagné, réponse 1, d'une période de mise en situation en milieu professionnel PMSMP, réponse 2, d'un conseil en évolution professionnelle, réponse 3, d'un EHPAD, réponse 4. Je précise que vous avez la possibilité de nous communiquer plusieurs réponses multiples donc. Je vous laisse quelques instants pour y répondre. Normalement, vous avez accès au sondage à droite de votre écran si certains n'ont pas encore repéré où il était. C'est juste après chat, questions. Après, vous avez sondage. Mais on commence déjà à avoir des tendances, donc je les révèle. Alors, selon vous, Cap Emploi peut notamment être prescripteur. On a quasiment 40% des personnes se positionnent sur une période de mise en situation en milieu professionnel. On a également une 30% environ qui se positionnent sur le dispositif emploi accompagné, 30% aussi sur un conseil en évolution professionnelle et un petit pourcent sur un EHPAD. Alors, qu'en est-il? Eh bien, ce sont les 3 premiers qui étaient bons, c'est-à-dire le dispositif d'emploi accompagné, la PMSMP, donc la période de mise en situation professionnelle, et le conseil en évolution professionnelle. Petite précision sur le rôle de Cap Emploi et bien sûr, pour en savoir plus, je vous surinvite à visionner le replay du webinaire sur l'offre de services des Cap Emploi qui a eu lieu là en début de mois. Et qui fait partie également de la série des webinaires proposés par le FIP. Juste petite précision, juste pour donner le cadre, Cap Emploi, eh bien, il a pour vocation d'aider les travailleurs handicapés dans leur maintien et leur recherche d'emploi, tout en assurant le suivi de leur placement. Or, pour vous, bien sûr, c'est un interlocuteur clé puisqu'il est notamment prescripteur de nombreux dispositifs pouvant venir en appui des parcours que vous accompagnez. Laura, est-ce que vous avez justement un exemple éventuellement est-ce que vous voulez nous présenter un peu le rôle de Cap Emploi lorsqu'un apprenti rencontre des difficultés sur son lieu de travail, que ce soit par un exemple ou par une intervention, quelle qu'elle soit?
Bon, effectivement, j'ai parlé de ce qu'on peut constater sur le terrain. Je vais pouvoir présenter leur offre de service. Ils le feraient beaucoup mieux que moi. Mais en tout cas, sur le terrain, effectivement, ce qu'on constate, c'est que déjà, le Cap Emploi n'est pas mobilisé que lorsqu'il y a des difficultés. C'est très important, je trouve, à le souligner. Et que le Cap Emploi accompagne aussi bien l'employeur, mais aussi la personne qui est soit excusez-moi, qui est soit donc bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ou en voie de le devenir, c'est important de le souligner, donc double accompagnement et puis qui accompagne bien sûr à la mobilisation des aides financières, que ce soit pour l'employeur, combien est-ce que va coûter un... Ça fait un petit jingle qui vous accompagne, Je suis Laura. désolée, je suis embêtée, voilà. Donc, la mobilisation, oui, des aides financières, combien un contrat d'apprentissage, quel coût cela va avoir pour un maître d'apprentissage, et puis aussi accompagner l'employeur à se faire rembourser les aménagements par le FIPHFP, c'est ce qu'on verra un peu plus tard. Et puis surtout, le Cap Emploi peut aussi accompagner l'employeur à l'adaptation du poste de travail en mobilisant aussi son offre de services et les partenaires des ressources externes pour épauler et le CFA et l'employeur dans l'identification des aménagements à mettre en place. Merci Laura, effectivement c'est un vrai acteur ressource. On ne prend pas 1 heure à détailler son offre de service puisque un webinaire a été fait en la matière il y a 2 semaines de ça je crois, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de ce webinaire pour en savoir plus. Deuxième quiz qu'on vous propose pour continuer sur cet écosystème des acteurs externes et tout ce que vous pouvez mobiliser. Qu'est-ce qu'une PAS? Alors, est-ce qu'il s'agit d'une période d'accompagnement suivi? Est-ce qu'il s'agit d'une prestation d'appui spécifique ou enfin est-ce qu'il s'agit d'une professionnalisation des acteurs spécialisés? Alors cette fois-ci, vous n'avez qu'une seule réponse possible, bien sûr, sinon vous pourriez vous engager sur les 3 pour ne pas vous mouiller. Non, là, cette fois-ci, vous n'avez qu'une seule réponse possible. Et je vous rassure, nous n'avons pas les noms des personnes qui répondent. Alors, on a quand même une grosse tendance, je pense qu'on ne vous la fait pas. Ça fait quand même certains webinaires que vous assistez avec nous. Vous êtes très bien professionnalisés sur vos régions. Une PAS, c'est une prestation d'appui spécifique. Vous étiez 93% à répondre cela. En effet, c'est bien une prestation d'appui spécifique. Juste pour donner quelques éléments de repère, la PAS, elle mobilise l'expertise de spécialistes afin d'identifier les incidences du handicap d'une personne dans son contexte professionnel et aussi les actions à mettre en œuvre pour les compenser. Donc, il existe finalement, puisque c'est une expertise de spécialistes, il existe une PAS par typologie de handicap. Donc, vous allez avoir une PAS handicap visuel, une PAS handicap auditif, une PAS handicap psychique, etc. Cette prestation d'appui spécifique, elle est mobilisée exclusivement sur prescription des conseillers à l'emploi, Cap Emploi, Pôle Emploi ou Mission Locale, donc le trio du service public de l'emploi. Ils sollicitent les PAS quand ils ont besoin d'une expertise complémentaire pour gérer une situation de handicap plus complexe. Cette prestation, elle est gratuite pour les employeurs, donc n'hésitez pas à la mobiliser. Et vous pouvez bien sûr retrouver le listing des PAS de votre région, de votre département, également sur le catalogue des acteurs locaux du Handipact de votre région. Je réponds juste à David qui demande quelle PAS sollicité dans le cas d'un polyhandicap. En général, c'est Cap Emploi du coup qui va faire cette sollicitation. Donc normalement, vous n'avez pas à vous poser cette question. Mais toutefois, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher des PAS pour savoir dans quel cadre ça peut se faire, etc. Troisième question que je vous soumets. Par quels moyens peut-on faire bénéficier des ESPO, ESRP? Est-ce que pour bénéficier des services de ces acteurs, il faut passer par Cap Emploi?
est-ce que cela se fait à partir d'une orientation MDPH ou enfin, est-ce que c'est à condition d'avoir moins de 25 ans? Vous avez la possibilité de répondre à plusieurs réponses. Je vous ai quand même mis, parce que les acronymes ne sont pas forcément très connus et puis sont un peu barbares. ESPO, il s'agit des établissements et services de préorientation et les ESRP, il s'agit des établissements et services de réadaptation professionnelle. Donc, à votre avis, par quels moyens peut-on faire bénéficier de leurs services? Vous êtes environ 70% à dire que c'est à partir d'une orientation MDPH et quasiment 30% à se positionner sur Cap Emploi. Donc, qu'en est-il? Eh bien, je vais vous répondre en quelques instants. Je vous donne un petit teasing. Je vais d'abord présenter ces acteurs avant de vous répondre. Les ESRP, ESPO, ce sont des structures qui sont spécialisées dans l'accompagnement vers et dans l'emploi des personnes handicapées. Alors, vous les connaissez, on l'a dit un peu plus haut dans ce webinaire, vous les connaissez sans doute sous leur ancien nom. C'était les centres de réadaptation professionnelle, les CRP et les centres de préorientation, les CPO. Et le rôle des ESPO, tout d'abord, c'est d'aider la personne en situation de handicap à définir son projet professionnel. Les ESRP, quant à eux, ils permettent d'évaluer les aptitudes, les capacités, mais aussi les limites qui peuvent être liées à la situation de handicap. Ils permettent également d'accéder à des formations qualifiantes adaptées à la situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on vous les a cités dans la partie sourcing, c'est parce qu'ils proposent également de l'apprentissage, même si ça reste à la marge. Concrètement, ces établissements proposent un accompagnement par des professionnels du secteur médico-social sur des périodes et des rythmes adaptés aux besoins de la personne, ponctués de stages en milieu professionnel. Et pour y accéder, et c'est là que vous allez avoir la réponse, pour y accéder, la personne en situation de handicap concernée doit adresser une demande à la maison départementale des personnes handicapées, MDPH, donc de son département, qui décidera ou non de l'orienter vers ces établissements. Donc vous avez bien raison, il y avait bien l'orientation MDPH. Toutefois, petite exception, pour les prestations de courte durée d'évaluation professionnelle, la demande, elle peut être faite directement par l'employeur si la personne est en emploi ou par le service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, si la personne est en recherche d'emploi. Donc c'est pour ça que Cap emploi fonctionnait également et ce n'est pas réservé à condition d'avoir moins de 25 ans. Gisèle, effectivement, on a vu, il y a une dénomination qui a changé, donc les CPO, CRP deviennent des ESPO, SRP. Qu'est-ce que ça implique pour les employeurs et pour les CFA? Alors, il y a ce qui est important. Alors là, le décret est sorti en 2020, mais on a encore un arrêté qui n'est pas encore sorti, un arrêté d'application qui n'est pas encore sorti. Ce qui est important, c'est de savoir que c'est un décret qui est très ouvert, qui est une réelle volonté des politiques d'aller sur une inclusion des personnes en situation de handicap et de transformer un petit peu l'offre des anciennement CRP vers une solution en fait d'accompagnement, si bien qu'on parle d'établissement et de services et non plus de centre uniquement. Il y a une volonté qu'ils mettent leurs expertises au service du droit commun. Alors ça se faisait déjà sur certaines structures. Après, ça différent. Voilà, c'est selon la structure, ça peut et l'avancée des travaux sur des régions, ça peut être différent. Ce que moi je vais parler du coup de la Nouvelle-Aquitaine plutôt, dans le cas du programme régional pour l'accès à la formation des personnes en situation de handicap de Nouvelle-Aquitaine, le PRAF-QPH. Il y a des travaux qui sont en cours avec donc l'Agence régionale de santé, l'ARS et la région Nouvelle-Aquitaine, pour essayer de définir et de venir préciser cette complémentarité entre le droit commun et le droit spécifique. Donc voilà, donc c'est encore en cours, c'est des travaux qui commencent pour la plupart des centres de formation, enfin des CRP, ESRP maintenant. Donc voilà. Merci Gisèle. On voit effectivement que ça bouge aussi à ce niveau-là. Nouvelle question pour vous, pour continuer à vous solliciter. Pour bénéficier du dispositif emploi accompagné, selon vous, il faut être salarié d'un ESAT,
faire la demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées ou enfin, dernière possibilité, être suivi par le service public de l'emploi. Je vous laisse le temps de répondre. Je ne me souviens plus si c'était, je crois que vous avez la possibilité, de répondre à vous avez la réponse multiple aussi sur cette question. Alors, on commence à avoir des tendances. Pour bénéficier du dispositif emploi accompagné, selon vous, il faut à 50 faire la demande auprès de la MDPH, 35 être suivi par le service public de l'emploi et 15 être salarié d'un ESAT. Eh bien, encore une fois, je vous présente le dispositif et ensuite je réponds à la question. Le dispositif d'emploi accompagné, c'est un dispositif, d'accompagnement vers et dans l'emploi, qui s'inscrit en complément des services, aides et prestations existantes. Donc ça ne se substitue pas à eux. Ils assurent, au PSH et à leur employeur un soutien, un suivi souple, adapté à leurs besoins et qui est mobilisable à tout moment. C'est vraiment le point clé de ce service. Il combine l'aide à l'insertion professionnelle, l'accompagnement médico-social et il permet un suivi, tout au long du parcours professionnel sans limitation de durée. Donc il peut être mobilisé à un certain moment sur une période où il y en a vraiment besoin, puis ça peut être un petit peu suspendu, puis si ça revient, ça peut être remobilisé. C'est tout l'intérêt de ce dispositif. Il est au bénéfice tant de la personne accompagnée que de son employeur et du collectif de travail. Et la prescription, et c'est là que je vous réponds, la prescription peut être établie par un dossier de demande que la personne envoie à la MDPH. Qui lui notifie un accord d'entrée en emploi accompagné s'il le juge que ça rentre dans les clous, ou sur prescription des services publics de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap emploi ou mission dans le local. Et ça, c'est nouveau, c'est depuis juillet 2021. Laura, peut-être pour donner davantage de texture à cette présentation, est-ce que vous avez un exemple en tête de parcours d'apprentissage où l'emploi accompagné a été utile? Oui, alors c'est vrai que sur les départements de l'Ex-Poitou-Charentes, le dispositif emploi accompagné a été mobilisé autour de la méthode partenariale qui permet d'identifier les contraintes et les besoins en termes d'aménagement d'un parcours de formation. Et du coup, le dispositif emploi accompagné a une double casquette, à la fois de référent de parcours et aussi de partenaire spécialisé handicap, qui vient donc épauler le CFA et l'employeur, donc l'équipe pédagogique et puis l'employeur sur le volet de l'emploi, à identifier les contraintes et d'accompagner la mise en œuvre des aménagements. Donc le dispositif emploi accompagné a proposé de la sensibilisation auprès du collectif des apprentis, mais aussi de la sensibilisation auprès des collègues de travail de la personne en situation de handicap pour mieux appréhender voilà, ses besoins, comprendre comment passer les consignes, enfin en tout cas des préconisations pour l'accompagner au mieux. Et puis à proposer aussi un accompagnement à l'adaptation des supports pédagogiques parce que le dispositif emploi accompagné avait une connaissance fine de par l'accompagnement vers l'apprentissage et a été vraiment le fil conducteur dans la suite de parcours et donc dans l'emploi derrière en permettant de capitaliser les aménagements mis en place en amont du contrat d'apprentissage, pendant le contrat d'apprentissage et ce qui va pouvoir être réutilisable dans le parcours après à la sortie de cette formation. Voilà, toujours en complémentarité avec l'accessibilité du centre de formation et puis de la réalité de terrain aussi de l'employeur, bien sûr. Oui, merci beaucoup Laura. On voit effectivement l'intérêt de ce suivi tout au long du parcours qui permet effectivement sa réussite finalement. Gisèle, pour finaliser, on va dire un peu cette partie sur l'accompagnement, lorsque nous parlions des acteurs que l'employeur pouvait contacter en cas de difficulté de l'apprenti, vous m'en avez cité quelques autres que ceux que nous venons de voir via le quiz. Est-ce que vous pouvez nous les présenter et nous expliquer en quoi ils aident face à cette situation? Ah, attention, vous avez le micro coupé.
Pardon, avec le micro, forcément, ça marche mieux. Alors bien sûr, les CDG, on en a déjà parlé sur des slides précédentes, mais c'est toujours bon à rappeler que pour les collectivités territoriales et dans mon milieu rural qui est le Limousin, je sais qu'ils sont fondamentaux pour venir en appui des petites collectivités dans tout ce qui est, enfin voilà, du recrutement de l'apprenti jusqu'à la mobilisation des aides du FIPHFP. Les CDG, ils sont vraiment fondamentaux pour venir en appui de l'employeur. Et d'accompagner les employeurs sur toute cette démarche administrative et la mobilisation donc des aides, et aussi à faire le lien lorsque ça n'a pas été fait précédemment avec d'autres partenaires comme le service public de l'emploi, les CFA, etc. Voilà, c'est un partenaire, à mon sens, incontournable, les CDG, pour les employeurs, donc des collectivités territoriales. Sur l'amont aussi, l'éducation nationale, on est sur une recherche en fait de sécurisation du parcours avec des jeunes et des moins jeunes qui sortent d'éducation nationale. Il est important de savoir ce qui a été fait précédemment et comment est venu ce projet professionnel et ce projet d'apprentissage. Donc l'éducation nationale pourra apporter des éléments clés sur comment s'est fait ce projet professionnel, quels sont les aménagements, les contraintes qui ont été identifiées. Peut-être qu'il y aura des choses qui seront retrouvées sur ce parcours d'apprentissage. Les établissements médico-sociaux qui seront également des partenaires qui peuvent accompagner vers l'apprentissage, qui auront, comme pour le dispositif emploi accompagné dont vous parliez tout à l'heure, qui auront cette double casquette de référents de parcours avec toute cette historique qu'ils ont, et de partenaires spécialisés aussi. Ils ont une connaissance fine de l'apprenti, de ses contraintes, et ils peuvent analyser les différents contextes de formation, que ce soit au CFA ou chez l'employeur, pour mieux évaluer les contraintes et les réponses possibles. Et selon leur offre de service, ils peuvent aussi participer à l'élaboration de réponses, que ce soit avec des sensibilisations, l'adaptation de supports, etc. Voilà, les structures médico-sociales sont fondamentales. Bien sûr, les centres de formation d'apprentis, les CFA, rien ne se fait sans eux. Il y a une partie de la formation qui est faite dans leurs locaux. Donc, il est fondamental que les employeurs puissent échanger avec les CFA quand tout va bien, mais aussi quand il y a des soucis, qu'un lien soit fait dès le départ. Nous, on prône beaucoup l'anticipation. Il vaut mieux qu'un lien soit fait dès que le projet d'apprentissage est défini, plutôt que, comme ça, il y a plus de réactivité en cas de problème, plutôt que d'attendre qu'il y ait un problème pour que le lien se fasse. Plus on anticipe, plus on crée du lien en amont avec l'employeur entre l'employeur et le CFA, et mieux c'est. Et puis, on l'a vu tout à l'heure, le référent handicap du centre de formation aura également la mission de mettre dans la boucle d'autres partenaires si besoin. Le SPE qui, lui, viendra mettre dans la boucle les partenaires spécialisés, les PASS, si toutefois il n'y en a pas. Donc voilà, c'est plus de réactivité s'il y a un contact anticipé qui se fait. Et puis, pour finir, je parlerai du Centre Ressources Formation Handicap. Donc nous, on existe donc sur la Nouvelle-Aquitaine. Je voyais tout à l'heure dans le chat qu'on parlait en tant qu'acteur des ressources handicap formation de la GFIP. Nous, on est la ressource handicap formation, mais de la Nouvelle-Aquitaine. Donc le CRFH, nous, on vient... nos missions s'inscrivent dans le cadre du programme régional pour l'accès à la formation des personnes en situation de handicap. Sur deux versants, on vient en appui des partenaires de l'insertion et de la formation, donc pas directement des employeurs, mais les employeurs peuvent se tourner vers ces partenaires-là qui, eux, vont nous saisir sur deux versants. Le premier, le développement de l'accessibilité des centres de formation de droit commun. Développer l'accessibilité, c'est mieux accueillir, mieux sécuriser les parcours. Donc, ça fait partie aussi de la sécurisation des contrats d'apprentissage. Et puis aussi, une aide, on a un appui pour l'aide à la réflexion autour de la sécurisation des parcours lorsqu'il y a des situations individuelles et autour de la compensation du handicap. Notamment, on porte une méthode partenariale qui s'appelle AXEA pour les néo-aquitains. Vous en avez déjà sûrement entendu parler,
qui vise ni plus ni moins à mettre tous les partenaires autour de la table pour pouvoir mieux identifier les éventuelles contraintes de la personne en situation de handicap dans tous les contextes de formation, CFA et employeurs, et de trouver des réponses ensemble, de trouver des réponses à ces contraintes-là. Donc voilà, on est un appui aux partenaires de l'insertion et de la formation pour développer l'accessibilité des centres de formation et développer l'entrée en formation et la sécurisation des parcours des personnes en situation de handicap. Donc voilà, à être interpellé directement par les employeurs, mais par les partenaires qui, eux, accompagnent les employeurs, notamment les CFA. Même si, merci beaucoup Gisèle. Laura nous partageait aussi en début de webinaire en partie sourcing qu'il y a aussi cette fameuse liste de contacts que les employeurs peuvent mobiliser, qui se sont positionnés comme voilà, un peu CFA handicap accueillant et qui peuvent être des ressources possibles. Oui, ce que je rajouterais, c'est vrai que, notamment en parlant de cette liste, mais de cette démarche en fait d'accessibilité des centres de formation, nous, on va aussi avoir une mission d'observation des problématiques de terrain et de trouver en fait, d'essayer de trouver des outils pour lever les freins éventuels qu'on va identifier sur les terrains. Cette démarche d'accessibilité, du développement de l'accessibilité, d'engagement dont vous parlez Laura tout à l'heure, qui engendre cette liste de centres de formation, c'est né suite à des retours de centres de formation voulant être orientés dans cette démarche d'accessibilité, du développement de l'accessibilité. Et puis un autre outil qu'on a créé en Nouvelle-Aquitaine avec Caroline Dekerle, l'ancienne DT donc de Nouvelle-Aquitaine du FIP, c'est une convention de formation. C'est un exemple de convention de formation que les CFA peuvent utiliser dans leur communication avec les employeurs publics, notamment pour essayer de lister un petit peu toutes les contraintes et tous les financements qui vont être liés aux contraintes. Donc, il y a cette convention qui a été créée en Nouvelle-Aquitaine par le CRFH avec le FIP. Donc, l'année dernière, si je ne m'abuse. Merci beaucoup Gisèle. Florence, vous souhaitiez apporter un complément sur cette partie ? Non, j'étais un peu, je sais pas bien, j'étais un peu absorbée par les questions qui arrivaient, notamment parce que je vous ai vu avec la main. sur les conditions de prescription du DEA. D'accord, pas de souci. Alors effectivement, je vois aussi que sur le chat, il y a pas mal de questions qui sont posées. Comme aujourd'hui, on est focus sur l'écosystème de l'apprentissage, on va rester sur cette partie ressources. Mais il y a un webinaire aussi sur le dispositif d'emploi accompagné également qui va être mené par le FIP sur cette série de webinaires nationaux handicap et emploi. Donc voilà, il y aura aussi des réponses à vos questions sur de multiples, on va dire, modalités. Puis bien sûr, n'hésitez pas à vous reprocher de vos handicapacts locaux si vous souhaitez en savoir plus. Je passe toutefois à la partie suivante parce qu'il nous reste 15 minutes et on arrive sur le nerf de la guerre, le financement. Et je pense que vous nous en voudriez si on passait cette partie. Effectivement, pour financer l'apprentissage, un employeur public a plusieurs cordes à son arc. Et tout d'abord, il est important de le souligner, l'employeur il peut essayer de négocier le montant de la formation avec le CFA. Déjà, c'est un premier point sur la partie financement. Une fois que le coût de la formation est fixé, eh bien, l'employeur peut mobiliser le CNFPT s'il appartient à la fonction publique territoriale et l'ANFH s'il appartient à la fonction publique hospitalière, puisque ces deux acteurs financent le coût de la formation des apprentis à hauteur de 50% d'un montant plafonné. Et Tiffaine vous partagera sur le chat des plaquettes qu'ont produit du coup ces deux acteurs, le CNFPT et l'ANFH, qui précisent justement ces modalités de financement des formations. Donc là, je vous inviterai à vous plonger un peu plus en profondeur sur les petits astérix, etc., que peuvent présenter ces plaquettes. Important également à souligner, en ce qui concerne le financement de la formation en apprentissage, les employeurs publics ne contribuent pas à la taxe d'apprentissage.
Donc ça, c'est encore un point qu'on peut vous mettre en avant. Et enfin, sachez qu'une aide financière exceptionnelle de 3 000 € est attribuée. Donc, tout d'abord aux collectivités territoriales et aux établissements publics en relevant pour chaque contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021. Pour ceux qui ne le savaient pas, initialement, c'était prévu jusqu'au 28 février et ça a été allongé là, jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, il y a encore l'occasion de pouvoir en profiter. C'est le décret 2021-340 du 29 mars 2021. Cette aide de 3 000 €, elle est également attribuée aux établissements de la fonction publique hospitalière pour chaque contrat conclu à compter du 1er juillet 2021, dans la limite d'un plafond de 1 000 contrats au niveau national. Donc là, il n'y a pas de limitation de temps, mais il y a une limitation de contrats qui vont pouvoir être aidés. Et là, c'est le décret numéro 2021-1169 qui est tout récent puisqu'il date du 9 septembre 2021. Bien sûr, toutes ces aides financières, eh bien, elles concernent l'ensemble des apprentis. Pour les apprentis en situation de handicap, eh bien, des aides complémentaires existent. Et là, j'enchaîne sur la partie du FIP, puisque pour finir ce tour d'horizon des acteurs ressources en appui des employeurs recrutants, accompagnant des apprentis en situation de handicap, on ne pouvait pas partir sans citer le FIP. Florence, quel est justement le rôle du FIP dans ces parcours d'apprentissage? Quels sont ses principes d'intervention et quelles aides ils apportent aux employeurs? Oui, alors je vais présenter ça rapidement parce que je vois que l'heure qui tourne, mais effectivement, je vois mon collègue Fabrice Goertz qui précise, et il a tout à fait raison, que l'aide exceptionnelle de l'État, elle est cumulable avec les aides du FIP. Voilà. Peut-être juste effectivement pour rappeler qu'on intervient toujours en complémentarité de droit commun et donc ça ne dispense pas l'employeur, par exemple, de ses obligations de mise en accessibilité, d'aménagement. Les aides ne sont pas accessibles de droit et donc c'est en complémentarité du socle minimal prescrit et demandé à l'employeur. Juste un rappel, il y a il y a deux dispositifs de financement pour prétendre à ces aides. La plateforme plutôt réservée aux petits employeurs quand vous avez des montants d'aide qui restent inférieurs à 40 000 €. Alors, Emeline, je veux bien, oui, merci. Et puis, pour les autres employeurs, notamment ceux qui ont des effectifs, on va dire, autour de plus de 500 agents, on préconise plutôt de passer par le conventionnement. Alors, dans le cadre du conventionnement, pour rappel, on propose, c'est une forme de co-construction avec l'employeur quand on fait un partenariat, ce qu'on appelle une convention, qui se base sur un plan d'action avec des grands volets, les grands axes, dont la question du maintien, la question de la formation, de la communication, et en axe, j'allais dire 1, et le volet qui est un peu la pierre angulaire du dispositif, qui est le volet insertion. Dans ce volet insertion, on va voir avec lui, on va discuter des objectifs envisageables sur une période de 3 ans, du nombre de contrats d'apprentissage. Alors, ce qui est intéressant dans le cadre des conventionnements, c'est un petit peu plus compliqué pour les employeurs qui font des demandes individuelles via la plateforme, c'est que nous, on les invite vraiment à remonter dans le cadre des bilans qu'ils font, les aspects quantitatifs, mais aussi ce qu'on appelle les bilans narratifs. Ça permet vraiment de prendre des photographies des difficultés, mais aussi des réussites que peuvent avoir les employeurs dans le cadre de ces contrats d'apprentissage. Je pense qu'au-delà des financements, il faut être aussi très vigilant, effectivement, au temps que l'équipe, des personnes pourront consacrer à l'accompagnement de l'apprenti. Moi, je me souviens d'un comité d'engagement, un comité régional, où un hôpital présente son plan, ses objectifs, notamment en termes de contrat d'apprentissage. Et les membres du comité régional trouvaient en disant oh, bah quand même, c'est pas tant que ça, peut-être que vous auriez pu faire plus. Et moi, j'avais dit à l'employeur, ça serait bien
dans votre présentation, que vous mettiez plus en relief, je veux dire, le nombre de personnes qui vont encadrer et accompagner cette personne. Et quand ils ont commencé à détailler et dire toute la structure et l'organisation qu'ils avaient mise en place, effectivement, ça a un peu fait, j'allais dire, changer d'avis les représentants du comité. Et moi, je m'attache toujours à dire que faisons attention à ne pas se focaliser trop sur les financements dont peuvent bénéficier, profiter les employeurs, mais aussi tout le dispositif qu'il y a derrière. Voilà. Une fois que j'ai dit ça, ce que je vous propose, je vais passer assez rapidement sur donc les principaux dispositifs, notamment alors le premier qui est pour vraiment inciter directement l'employeur à recruter des contrats d'apprentissage avec effectivement une prise en charge à 80% de la rémunération brute et des charges patronales durant toute la durée du contrat. Les frais d'entrée, j'allais dire, quand vous rentrez, j'allais dire les frais un peu de rentrée scolaire qui sont un forfait de 1 525 €, je crois, de mémoire, qui permettent aussi un peu de faciliter l'arrivée de l'apprenti et surtout pour finir sur cette partie volée, j'allais dire, contrat, arrivée, départ. L'incitation à la pérennisation, elle se fait notamment avec une prime d'insertion si l'employeur décide de tutilariser ou d'avoir un contrat longue durée avec l'apprenti. Ça marche relativement bien, mais il y a encore effectivement beaucoup d'améliorations de part et d'autre, de nous tous, j'allais dire, à avoir pour comprendre les questions, les raisons de l'échec. Il y a beaucoup d'apprentis qui parfois finalement se disent qui décident de choisir une autre voie ou qui sont très éloignés de leur domicile premier. Donc, il y a des raisons, au-delà de ces raisons qui appartiennent finalement qu'à l'apprenti. Regardez comment on peut construire un accompagnement qui permette encore d'améliorer ces chiffres. Et après, peut-être juste pour terminer, et après on va venir peut-être à des illustrations très pratiques, il y a effectivement tout ce qui est formation et aménagement, avec des dispositifs dont certains, j'allais dire, sont de droit commun et sont applicables à toutes les personnes en situation de handicap, dont l'apprenti. Je vois notamment là, sur les frais de déplacement, c'est les mêmes. Il y a bien évidemment la prise en charge, la rémunération et la formation du tuteur et les primes forfaitaires. Et bien sûr, si vous souhaitez, déjà sachez que le support est remis à la suite de ce webinaire, premier point. Deuxième point, c'est que toutes les aides du FIP se retrouvent sur le catalogue des interventions du FIP qui sont mis à jour régulièrement sur le site, et Tiffany vous en a fait le lien sur le chat. Voilà, c'est les 2 points que je souhaitais mettre en avant. Maintenant, je vais me tourner plutôt vers Laura et Gisèle parce qu'on voit qu'il y a plein de typologies d'aides finalement. Peut-être pour que ça soit plus concret pour les employeurs qui se demandent peut-être à quoi ça se rattache finalement. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples? Alors, je crois que Gisèle, vous aviez notamment un exemple sur tout ce qui était matériel, soutien pédagogique. Oui, tout à fait. Moi, j'ai accompagné un petit CFA de Creuse qui était donc avec un apprenti en BTS qui avait un handicap moteur avec des difficultés à aller sur le terrain, sur des terrains accidentés notamment parce qu'il était dans la gestion des eaux. Donc, du coup, il avait besoin aussi d'avoir une canne sur le terrain. Donc, eux, ils ont mobilisé les aides du FIP en tant qu'employeur pour qu'il ait en fait ce matériel-là avec une canne qui se transforme en siège également pour qu'il puisse se reposer sur le terrain chez l'employeur, mais qu'il ait aussi une autre canne à disposition au CFA pour pouvoir avoir la même utilité au CFA. Et il avait également des troubles 10, ce jeune. Donc, il y a eu des besoins de mettre en place des adaptations de support et du soutien pédagogique pour revenir sur certaines notions importantes que ces troubles 10 ne lui permettaient pas d'acquérir à la première en même temps que les autres apprentis. Donc, il y a eu des demandes de financement auprès du FIP-HFP pour prendre en charge, bien sûr, la rémunération, et puis cette aide
à l'apprenti à l'embauche pour qu'il puisse avoir un ordinateur, notamment, Madame Guéry en parlait. Et puis, après, au niveau de la compensation, c'était sur du soutien pédagogique et puis ce matériel qui a été acquis par l'employeur, pour l'employeur et un autre pour le CFA. Merci beaucoup, Gisèle. Laura, vous aviez également un exemple, je crois, sur la partie plutôt tutorat, formation. Oui, effectivement, sur un apprentissage où c'était une personne sourde et le maître d'apprentissage a pu bénéficier d'une formation à l'accompagnement spécifique de cette personne en situation de handicap avec des cours de langue des signes. Donc, je trouvais ça intéressant à souligner. Et puis, la possibilité qu'ont les CFA d'organiser davantage de visites supplémentaires en entreprise pour justement assurer ces temps de coordination avec l'ensemble des acteurs concernés autour de l'apprenti, en assurant en fait un suivi renforcé avec son employeur et permettant donc la sécurisation du parcours. Merci beaucoup, Laura. Et bien sûr, vous avez encore de nombreux autres exemples à retrouver. Attendez, pardon, je vais trop vite. À retrouver à la fois sur le site de Vaux Handipact en région, qui remettent en avant des parcours, mais aussi des ressources. Vous avez aussi des handipacts qui ont produit, par exemple, des affiches à destination des employeurs pour leur expliquer justement en quoi c'était utile d'avoir recours à l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à farfouiller un petit peu dans les sites des handipacts locaux. Bien sûr, le site du FIP fait la compilation un peu de tout ça aussi. Vous pouvez retrouver, par exemple, sur la chaîne YouTube du FIP, tous les webinaires Cap sur les compétences, Cap sur l'apprentissage, qui étaient des événements régionaux. C'était un tour de France de l'apprentissage, en fait, qu'a mené le FIP l'année dernière, mais qui s'est continué aussi un peu cette année, et qui mettait en avant aussi beaucoup de témoignages d'employeurs, d'apprentis, de maîtres d'apprentissage, de CFA. Donc, ce sont d'autant plus d'exemples que vous allez pouvoir aussi découvrir via ces webinaires. Merci à vous. Je sais que vous êtes beaucoup répondus les uns les autres aussi à travers ce chat, et c'était nécessaire pour qu'on puisse rentrer dans les temps puisqu'il est 15h30 pile poil. Donc j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous invite juste à prendre connaissance de la prochaine date du webinaire national. Il sera cette fois-ci sur l'accessibilité numérique. Il aura lieu le jeudi 4 novembre de 10h à midi. Bien sûr, tous ces webinaires nationaux sont disponibles en replay, et là, je vous invite à vous rendre sur le site du FIP où vous pouvez trouver les liens d'inscription, où vous pouvez retrouver les replays. Donc, bien sûr, vous aurez accès à tout ça. On va vous transmettre sur le fil du chat, mais comme vous êtes beaucoup à répondre, à nous dire merci. Je ne sais pas si vous le voyez passer, mais voilà, il y a une évaluation du webinaire qui vous est transmise, qui nous permet à nous de continuer à nous améliorer en continu, d'avoir vos retours, d'avoir d'éventuelles suggestions sur des prochains webinaires, sur vos besoins en termes de professionnalisation. Donc, merci à vous d'y répondre. Merci encore pour votre assiduité, pour avoir joué le jeu avec les quiz. Merci beaucoup Gisèle, Laura, Florence d'avoir apporté toutes ces informations tout au long du webinaire. J'espère que ça vous aura apporté une aide et que vous en sortez enrichis avec une grande volonté de faire monter en puissance vos politiques handicap en faveur de l'apprentissage. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Est-ce que peut-être ce qui sera bien, c'est si on peut récupérer un peu les questions qu'il y avait pour pouvoir voir comment on pourra répondre en complément. Oui, absolument. Au revoir. Il y aura un FAQ. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.